Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir en si grand nombre. Donc, je m'appelle Marianne Lacharité-Lemieux. Je serai présente aujourd'hui dans l'atelier à titre de modératrice, donc en soutien là, à notre formatrice. Je suis accompagnée également de ma collègue Mallory Bérard. Donc, nous travaillons dans l'organisation M361, qui est un véritable moteur d'impact social. Donc, tout de suite en débutant, ceux qui n'ont pas, je vois que vous avez pas mal tous vos micros fermés, donc merci là, de le garder fermé pour l'instant en tout début de webinaire, puis je vous donne des explications là, pour prendre la parole dans quelques minutes. Mais avant, je veux juste vous présenter donc la mission de notre organisation qui est de créer des solutions qui aident à faire grandir des communautés en santé. Évidemment, à M361, on soutient plusieurs projets à impact social, des projets d'envergure. Pour avoir une idée de tous les projets propulsés par M361, je vous invite à visiter le m361.ca. Parmi les projets à impact social, il y a évidemment 100 degrés. Donc, l'atelier d'aujourd'hui vous est présenté par le projet 100 degrés. Et c'est quoi 100 degrés? C'est la communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. Donc, aujourd'hui, on va parler évidemment d'enseignement extérieur, puis on va définir un petit peu plus loin ce qu'on entend par enseignement extérieur, et on se concentre vraiment sur le contexte du préscolaire. Donc, on va vraiment se donner des trucs, des astuces pour répondre à cette fameuse question-là, par où commencer? Donc, évidemment, la clientèle qui est ciblée par l'atelier d'aujourd'hui, ce sont des enseignants qui ont peu ou pas d'expérience en enseignement extérieur. Donc, si vous vous dites « et j'ai jamais vraiment tenté l'expérience, je ne saurais pas justement par où commencer », vous êtes à la bonne place. Donc, c'est une clientèle donc intéressée, mais qui souhaite justement s'initier à cette nouvelle pratique-là de l'enseignement extérieur. Donc, on va voir ensemble 3 grands blocs d'activités. On va passer à travers ces 3 grands blocs d'activités dans un atelier de 120 minutes. Donc, vous allez voir là, le ton, on veut ça très, très convivial. Ça va être interactif aussi. On a prévu plusieurs moments d'échange, de réflexion individuelle aussi, mais d'échange en groupe, en sous-groupe et en grand groupe. Donc, on est plus de 82 participants, donc ça va être intéressant de bénéficier de l'expertise de plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, on va se concentrer sur 3 thématiques clés. D'abord, pour répondre à cette question, j'y reviens par où commencer. Donc, on va se pencher sur OK, comment je fais pour établir une intention pédagogique, réfléchir à un déroulement lié à cette intention-là et tout ce qui est considération logistique, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Comme je vous disais, à chaque bloc, il y aura donc le même déroulement, c'est-à-dire que notre formatrice, Sylvie Gervais, va se permettre de vous partager un certain contenu un peu plus théorique, mais qui demeure très pratique, soutenu par plusieurs exemples. Il y aura ensuite des exercices, donc on vous invitera à prendre papier, crayon et à commencer à réfléchir à une activité dans le lieu, le contexte qui est le vôtre. Et vraiment, là, on va vous guider à travers certains exercices de réflexion guidée. Et donc, on va se partager le fruit de ce travail-là, soit dans des périodes d'échange. Excusez-moi, je ne vous entends pas. Oui, donc vous ne m'entendez pas. Donc, j'imagine que c'est votre son d'ordinateur. Donc, on va se permettre vraiment d'échanger ensemble. Et d'ailleurs, étant donné qu'on est plusieurs sur l'appel, on est près de 90 personnes dans la réunion aujourd'hui. Donc, je vous donne 2 moyens d'interagir avec nous aujourd'hui. Donc, d'abord, évidemment, de façon écrite. Nous, moi et Mallory, ma collègue, nous avons les yeux rivés sur le clavardage et on va vraiment prendre plusieurs moments dans l'atelier d'aujourd'hui pour prendre en considération vos questions, vos interventions. Donc, le clavardage demeure toujours une bonne façon d'interagir avec nous. On l'a encerclé là, à l'écran, donc c'est vraiment le petit outil discussion que vous utilisez d'ailleurs en ce moment. Merci. L'autre façon d'interagir avec nous, c'est à l'oral. Donc, étant donné qu'on est plusieurs, on va vous inviter à lever la main. Donc, on va prendre, nous, des droits de parole. On va faire une liste d'ordre de ceux qui ont levé la main et on va donc vous nommer à chaque fois. Donc, la procédure, elle est très simple. Pour lever la main, vous cliquez comme à l'écran sur ce qui est encerclé, le petit onglet « Participants ». Vous avez un bandeau blanc qui apparaît
à droite. Vous avez donc la possibilité de lever la main, la petite main bleue ici là, qui est encerclée. Vous levez la main et nous, on le voit tout de suite. Là, vous apparaissez dans notre écran comme voulant prendre la parole. Bien important une fois que vous levez la main, vous attendez d'être nommé. Ensuite, vous ouvrez votre micro. On vous invite à intervenir, à poser votre question de façon le plus succincte possible, étant donné qu'on est quand même beaucoup et on a un bon ordre du jour devant nous. Et ne pas oublier donc de baisser la main. Il suffit simplement de recliquer sur cette même petite main bleue-là. Donc, si vous voulez prendre la parole, c'est vraiment, là, je vous invite à la collaboration pour qu'on puisse arriver dans le temps et permettre à tous ceux qui ont une interrogation depuis un petit moment de respecter l'ordre établi. Donc, voilà, Mallory, si j'oublie des choses, tu m'arrêtes, mais sinon, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui notre formatrice d'expérience, donc Madame Sylvie Gervais, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est fondatrice et responsable de la formation à la coopérative Enfants Nature. Donc, elle a fondé cette coopérative-là en 2015. Donc, Sylvie, là, elle possède énormément d'expérience. Elle a été formée par Claire Warden, donc sur la pédagogie nature. Elle est très passionnée de tout ce qui est immersion en nature. Elle se consacre vraiment là, au développement, le bien-être des enfants, des pédagogues également. Donc, elle a donné bon nombre de formations à bon nombre d'enseignants dans la province au sein de la coopérative Enfants Nature. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir, Sylvie. On a eu beaucoup de plaisir à préparer ce bel atelier ensemble. Donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Donc, avant de te laisser la parole, peut-être la prochaine minute rapidement pour vous placer le cadre théorique de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, évidemment, vous l'aurez vu passer dans les différents descriptifs, là, les invitations notamment, il est question d'enseignement extérieur. Donc, on utilise ce terme-là, cette expression-là. Pourquoi? Bien, parce qu'elle est elle est plutôt générale, elle est très inclusive, puis elle renvoie à quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement. Hein? On le voit au Québec, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, l'enseignement extérieur. Ça peut s'appliquer à tous les niveaux, tous les milieux, toutes les matières également, parce qu'il y a plusieurs activités pédagogiques à 100 degrés qui aborderont le niveau primaire, par exemple, le niveau secondaire, différentes matières. Donc, on trouvait que cette expression-là, elle était très, très générale et inclusive. L'enseignement extérieur, mais ça se passe dans des environnements de proximité, puisque la science nous dit rapidement, c'est des environnements là, qui s'inscrivent évidemment à l'extérieur, hein, des bâtiments qui permettent de contextualiser des apprentissages. Ce sont des environnements qui sont accessibles, qui permettent une complémentarité avec des activités intérieures, puis évidemment qui soutiennent les objectifs du programme de formation. Donc, c'est particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pourquoi je vous rajoute une couche de précision. On va parler moins d'enseignement extérieur, mais plus d'éducation, parce qu'on va se coller vraiment là, le plus possible au programme de formation de l'École québécoise, justement, qui parle davantage d'éducation pour ce qui est du contexte préscolaire. Donc, on va mettre l'emphase sur tout ce qui est jeux libres accompagnés, jeux extérieurs. Comme vous voyez la définition à l'écran, c'est directement tiré du programme de formation. Je nous rajoute une couche de précision par rapport, encore une fois, au contexte théorique dans lequel s'inscrit l'atelier d'aujourd'hui. Eh bien, on va parler plus précisément de la pédagogie par la nature. Donc, c'est vraiment l'approche pédagogique qui a inspiré le contenu pratique d'aujourd'hui. Donc, vous avez une mise en contexte de où est tirée cette pédagogie par la nature. Donc, évidemment, c'est une initiative scandinave. Donc, dans la pédagogie par la nature, puis je laisse aller Sylvie par la suite, là, qui est vraiment la spécialiste, mais on parle vraiment d'exploration libre, hein, d'exploration du milieu naturel, on parle de développement global également, puis même de développement holistique. Donc, toutes les pratiques, les exemples, le contenu est fortement inspiré de cette approche pédagogique. Donc, on tenait à placer ce cadre-là d'entrée de jeu. Et donc, là-dessus, Sylvie, je te laisse poursuivre pour donc à peu près les 10 prochaines minutes. Puis ensuite, on a déjà un premier exercice pour vous. Merci beaucoup, Marianne. Bien, écoutez, c'est un grand plaisir d'être avec vous après-midi parce que
au fond, quand on peut partager un peu ce qu'on a appris, c'est toujours un grand privilège. Donc, pour moi, aujourd'hui, d'essayer de vous donner le meilleur de où je suis rendue et aussi à partir de l'expérience terrain avec des vrais. Comme je dis, moi, je ne suis pas une vraie, les vrais sont sur le terrain. Donc, à quelque part, je vais essayer de vous ramasser aussi par rapport à l'expérience de formation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, vous auriez besoin pour vous lancer rapidement dans cette belle aventure de l'enseignement à l'extérieur. Alors, dans la prochaine diapositive d'enseignement extérieur, je m'amuse à dire que c'est plus qu'enseigner avec des bûches dehors ou de sortir les pupitres. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi. L'enseignement extérieur, savez-vous par où que ça commence? Ça commence à l'intérieur, un peu paradoxe, hein? C'est que l'enseignement à l'extérieur nous permet de bien préparer les enfants, s'organiser, planifier avec eux. Donc, à quelque part, c'est un enseignement qui commence à l'intérieur et se termine souvent à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une coupure entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est très, très important je dirais, d'en prendre conscience. Comment on peut faire un lien entre ça et que les enfants se retrouvent dans les deux environnements je dirais heureux, hein, parce que si on pense que juste à l'extérieur, c'est heureux, puis en dedans, c'est plus heureux, bien, pour les enfants, il y a quelque chose qui est pas juste. Alors, on va vous montrer comment aujourd'hui, et gardez ça en tête que c'est ces deux mondes-là, ces deux environnements-là qui sont très importants d'harmoniser pour que l'enfant, dans les deux cas, puisse avoir le plaisir d'apprendre. Alors, dans l'intention pédagogique, moi, j'aime beaucoup parler d'intention pédagogique, mais aussi d'attention pédagogique. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, je vous invite à vous ouvrir à une nouvelle façon de faire, mais aussi d'être comme enseignant. Alors, ce n'est pas juste une nouvelle façon de faire pratique, mais c'est aussi une posture différente éducative qui vous est proposée. Et alors, dans l'attention pédagogique aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous inviter à partir du connu, hein, parce que pour aller vers l'inconnu, mais pour se donner un peu de confort dans cette approche-là, on doit quand même se sécuriser avec des choses que dans votre expérience que vous maîtrisez bien. Et à partir de là, comment on peut aller plus loin? Et oui, aller plus loin, c'est de sortir de la porte de l'école. Alors, c'est oser apprendre autrement aussi. Alors, la prochaine diapositive, la pédagogie enfant nature, j'ai eu la chance, c'est ça, en 2014, de retourner sur les bancs d'école et puis de revoir un peu la pédagogie où c'était rendu, les problématiques de santé chez les enfants. Et c'est là que je suis tombée sur les deux choses, le grand déficit de la nature chez les petits, mais la bonne nouvelle, les pays scandinaves avec leur école en plein air et leur garderie 100% nature. Donc, à partir de là, j'ai étudié ça et j'ai eu la chance, comme disait Marianne tantôt, d'aller en Écosse avec Claire Warden en pédagogie nature pour aller voir comment on peut adapter cette pédagogie-là maintenant dans notre contexte culturel et social et dans notre pays. Parce que c'est bien beau les pays scandinaves, mais comment dans notre réalité on doit marier ça avec des programmes, avec des politiques, avec aussi un contexte socio-économique. Donc, tout ça fait en sorte que le défi était là et c'est ce que j'ai proposé à l'Université de Trois-Rivières à ce moment-là, de dire on va se créer un laboratoire vivant. On va essayer de voir comment on peut adapter tout ça, ce contexte-là pour vite nous aussi devenir compétents et rentrer dans ce grand mouvement-là d'éducation en plein air. Alors, la pédagogie enfant nature, c'est simple, tout est occasion d'apprendre, tout le temps, tout le temps. Alors là, c'est sûr, on a un exemple de moi dans un contexte de pleine nature, mais vous allez voir dans les prochaines diapositives, et c'est un peu aussi pour moi, le défi que j'ai eu depuis 5 ans de dire on n'a pas besoin d'être juste dans la pleine nature, sinon ça ne sera jamais accessible. Et la coopérative, c'est ça, la coopérative enfant nature veut rendre accessible cette approche éducative. Donc, pour la rendre accessible, bien, c'est le milieu de proximité avec pas grand-chose, comme on dit, pour pouvoir intégrer cette approche-là. Donc, et c'est intéressant parce que cette approche de la pédagogie avec la nature nous permet aussi de voir comment l'enfant et la nature sont les maîtres, puis c'est nous autres qui apprenons d'eux. Donc, déjà, une perspective différente d'enseignement où l'enfant et la nature nous aident. On n'est plus tout seul à enseigner, on a un beau trio ensemble. Donc, je vous invite dans une première petite activité. Je dirais que c'est comme dans une approche de pratique réflexive, un petit brise-glace. Et là, je vous invite à avoir un papier et un crayon.
Et on va partir, comme je disais tantôt, de mon intention pédagogique qui était de partir de votre connu pour aller vers quelque chose d'inconnu. Alors, je vous invite pendant les prochaines 30 secondes, juste de vous fermer les yeux. Je vais vous guider vers quelque chose pour que vous puissiez dessiner, emmener quelque chose sur votre feuille qui va être près de votre réalité. Alors, juste simplement vous fermer les yeux, être en contact avec vous. Et je vais vous inviter simplement à aller retrouver dans vos souvenirs une expérience de jeu à l'intérieur, dans votre classe, que vous avez vécue avec les enfants. Une expérience d'apprentissage par le jeu qui a été réussie dans les dernières semaines. Ça peut être l'année passée. Alors, essayez de retrouver où vous étiez, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les enfants ont appris ou qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et vous aussi, comme intervenant, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là de jeu, d'apprentissage par le jeu à l'intérieur dans votre classe? Et laissez émerger ce qui vous vient. Et là, présentement, dans un deuxième temps, je vous invite à le dessiner, juste avec des petits bonhommes allumettes, quelque chose de très spontané, très naïf, un dessin comme si vous aviez peut-être 5 ans, justement. Alors, allez mettre les éléments importants. Les enfants, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelques petits dessins et quelques mots, juste comme pour faire une photo rapide de ce moment-là de réussite dans votre classe, de réussite éducative à travers un apprentissage qui s'est fait par le jeu. Alors déjà, si vous avez terminé, je vous invite à l'autre petite phase qui est celle de vous voir maintenant. Est-ce que ça serait possible de reprendre cette activité-là réussie à l'intérieur et que je l'emmène à l'extérieur? Est-ce que ce jeu-là, on pourrait le rejouer à l'extérieur et quels seraient vos défis? Quels seraient vos questionnements, vos peurs peut-être ou vos craintes? Et aussi vos préoccupations ou justement un défi qui est peut-être intéressant de voir en quoi je peux amener quelque chose de connu pour m'en aller vers quelque chose d'un petit peu plus inconnu. Alors, rajoutez quelque chose dans votre dessin ou en mots, juste sur ce passage-là de l'intérieur à l'extérieur avec cette même activité-là. Amusez-vous dans votre tête à vous voir à l'extérieur avec les enfants. Et peut-être même voir où vous seriez. Alors, Marianne, est-ce que c'est toi qui prends le relais? Oui, j'aurais envie de justement vous lire sur certaines, que ce soit des défis, des préoccupations, des découvertes que vous souhaiteriez faire. Donc, lorsque vous avez fait ce passage-là de l'intérieur à l'extérieur, on va y revenir à vos préoccupations dans les différents exercices pratiques. Donc, on est intéressé de vous lire, évidemment, dans le clavardage. Sinon, Sylvie, je proposerais, comme je vous dis, on récupère tout ça dans la section d'ensuite, mais pour l'instant, pour poursuivre justement sur cette appropriation de l'environnement extérieur, mais que dirais-tu d'écouter donc un premier témoignage d'une enseignante? «
Donc, on voit Josée qui arrive à l'écran. Alors, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Très bien. Super. Alors, bien, bonjour, je m'appelle Josée Trépanier, je suis enseignante au préscolaire 4 ans de l'École Immaculée Conception. Je pratique la pédagogie nature depuis maintenant 6 ans. Au tout début, lorsque j'ai commencé, j'avais des craintes, j'avais des incertitudes. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais par où commencer, qu'est-ce que ça prend comme matériel, où je vais aller avec mes élèves, comment adapter mon horaire en tenant compte de l'horaire des spécialistes, de la cour d'école à partager pendant les récréations, la peur de perdre le contrôle dans des nouveaux milieux que je ne connais pas, la crainte même du jugement des autres, qui allait sûrement se dire, c'est ça, bien, elle a fait juste jouer avec ses élèves dehors. Tu sais. Mais même moi, je me posais certaines questions, je me disais, est-ce que je peux vraiment adapter mes activités extérieures en lien avec le programme ministériel? Alors, aujourd'hui, bien, j'ai été invitée pour vous raconter tout simplement une expérience de la pédagogie nature que j'ai vécue avec mes élèves au mois de juin, afin tout simplement de vous rassurer que tout est possible, que ce n'est pas si compliqué que ça et que ça m'a permis d'apprendre tout autant qu'eux, que mes élèves, et d'avoir davantage de temps pour observer mes élèves dans un tout nouveau contexte. J'avais l'intention de réaliser une activité d'apprentissage à l'extérieur avec mon groupe de préscolaire 4 ans. J'avais le goût de jouer Volo, le papillon, et revoir avec eux le cycle de vie de la métamorphose du papillon, tout en l'adaptant pour travailler les 5 domaines d'apprentissage du programme du préscolaire, soit sur le plan physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif. Alors, j'ai commencé mon activité en explorant le langage oral et écrit, en leur racontant tout simplement l'histoire de Volo, le papillon dans ma classe. À travers l'histoire, bien, nous avons pratiqué la petite méditation et la chanson du papillon. Les enfants étaient vraiment donc emmenés à interagir verbalement, à démontrer leur compréhension et à élargir leur vocabulaire. Ensuite, j'ai apporté mes élèves sur la cour d'école avec des bâches, des toiles bleues et des petites cordes rouges que j'avais trouvées au Dollarama. Et dans un premier temps, on s'est créé des petits œufs. Donc, dans le premier cycle de la phase du papillon, les enfants avaient tous mis une petite bâche, ils étaient tous cachés dans leur petite toile, puis ils étaient éparpillés un peu partout sur la cour d'école. Les élèves étaient donc amenés à découvrir le monde qui les entoure, à exercer son raisonnement, à regarder comment un autre enfant procède avant de s'engager dans l'action, à activer son imagination, à se créer son propre personnage tel que vu dans l'histoire que j'avais racontée dans la classe. J'ai profité de l'occasion pour solliciter leur attention et faire appel à leur mémoire en chantant à nouveau la chanson avec eux. Ensuite, ils ont sorti de leur petite œuf, de leur bâche bleue, et on se plaçait couchés au sol comme des petites chenilles en rampant. Et là, les enfants faisaient semblant de manger des feuilles, puis ils trouvaient ça bien rigolo. Alors, nous avons donc commencé à accroître son développement physique et moteur, à explorer des perceptions sensorielles, à se représenter son schéma corporel par la reproduction de gestes et de mouvements, à exercer sa motricité globale en se déplaçant de différentes façons, là, sur le ventre, sur le dos, et à expérimenter l'organisation spatiale et temporelle en évitant les obstacles qu'il y avait autour d'eux. Donc, dans une troisième phase, de la troisième étape de la formation, c'était les chrysalides. J'ai eu vraiment l'idée soudaine sur le terrain. Au début, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec eux. J'avais pensé peut-être les emmener du côté parquet-cas. J'avais pensé à la toile d'araignée au trapèze pour faire semblant de se suspendre. Et là, j'ai repensé qu'est-ce que je préfère avec le matériel. J'avais juste des bâches, des toiles. Alors, je me suis dit, tiens, sur le coup, avec l'aide des petites cordes rouges, nous avons attaché les toiles bleues. On avait plié les toiles bleues sous forme comme en deux, en fait. Puis, on avait été les attacher sur la clôture de maille de l'école pour former comme des petits hamacs suspendus dans les airs. Les enfants se sont pratiqués à faire des nœuds. Et ensuite, ils allaient se cacher dans leur hamac pour tout simplement aller se reposer. Ainsi, nous avons exercé sa motricité fine à faire des nœuds. Nous avons sensibilisé à la sécurité de son environnement, au danger de la hauteur de leur hamac et aux règles de sécurité. C'était vraiment pas facile pour eux de faire des nœuds, surtout pour des petits 4 ans. Là, la plupart ne savaient pas comment en faire. Donc, on a travaillé beaucoup l'estime de soi, à exprimer leurs émotions, développer leur autonomie et leur fierté.
Une fois leur mission accomplie, ils ont tous pris un petit moment pour ressentir les bienfaits d'une petite détente. Les enfants étaient super excités d'avoir leur cachette et s'amusaient à aller voir qui se cachait dans les autres petits hamacs, dans les autres petites cachettes. Alors, les élèves ont donc spontanément créé des relations harmonieuses avec les autres enfants. Ils créaient des liens, ils participaient à la vie de groupe. Certains ont aussi créé des liens avec l'adulte pour résoudre des petits problèmes. Parce que certains voulaient solidifier leur cachette, parce que là, il y en a qui voulaient embarquer dans la cachette de l'autre, mais les nœuds n'étaient pas assez solides. Donc, il y avait besoin de l'aide des adultes pour venir solidifier les nœuds. D'autres voulaient tout simplement déplacer leur cachette près d'un autre ami. Et certains voulaient former une grosse chrysalide. Alors, ils voulaient tous mettre leur bâche ensemble. Alors, c'était vraiment beau de les voir aller. Là. Et on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, c'est à ce moment-là que c'est pourquoi on a décidé de les laisser place aux jeux libres, qui nous a permis, nous autres, en tant qu'intervenants, vraiment d'observer davantage les élèves. Et plus tard, bien, nous avons tout simplement détaché les toiles sur la clôture pour terminer la dernière phase du cycle du papillon. Les enfants ont utilisé leurs belles grandes toiles bleues pour se fabriquer des grandes ailes de papillons et voler librement comme des papillons sur la cour d'école. C'était un pur bonheur de les voir sourire, de les entendre rire, de se créer leur propre petite histoire tout en s'amusant. Josée, j'en profiterai pour acheminer une question qu'on a reçue. Donc, Marie-Pierre qui nous demande, serait-ce possible d'avoir justement accès à cette belle planification d'activités? J'imagine que tu as certaines notes écrites sur l'activité que tu as réalisée. Serais-tu ouverte à la partager aux participants d'aujourd'hui? Oui, effectivement. Juste me montrer de quelle façon là, je pourrais la partager avec grand plaisir. Hein. Parfait. Caroline qui nous demande les dimensions de la toile que tu as utilisée, la bâche. Est-ce que je peux... combien? C'était 4 par 6. C'est les petites toiles bleues qu'on retrouve là, partout dans tous les Doloramas. Là, il y a juste un seul format, on ne peut pas vraiment se tromper. Là. Puis c'est assez solide, là, vraiment. Une fois qu'ils étaient attachés sur la clôture, là, les enfants étaient vraiment complètement couchés dans leur hamac, là, puis ça tenait vraiment bien. C'est quand même un produit de qualité. Là. Effectivement. Un grand merci pour ton témoignage. Je vous invite à continuer de nous acheminer des questions qui seraient adressées à Josée. Josée ne s'en va pas, elle reste à côté, donc on pourra lui reparler très certainement. Donc, pour poursuivre, en lien avec ce beau témoignage, est maintenant venu le temps de réfléchir au lieu d'apprentissage concrètement que vous souhaiteriez utiliser pour expérimenter donc une activité d'enseignement à l'extérieur. Donc, Sylvie, je te laisse poursuivre. Je vais repartager mon écran sur le contenu que tu souhaites nous partager. Encore une fois, on en a encore pour une dizaine de minutes, puis on poursuit avec un exercice là, de réflexion guidée. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, le lieu d'apprentissage, c'est quand même important parce que là, quand on parle de contexte d'éducation en plein air, d'enseignement à l'extérieur, on pense tout de suite à être dehors. Donc, dehors, ça demande où je vais être, où je vais aller vivre mon expérience. Donc, le lieu devient crucial dans cette approche-là. Et je dirais, en partant, parce que tout à coup, on est dans un espace beaucoup plus grand, tout de suite, on peut penser dans un des grands domaines de compétences du ministère au préscolaire qui est important, c'est accroître le développement physique et moteur. Tout de suite, les enfants ont beaucoup plus de possibles de mouvement. Et les deux choses qui sont importantes, c'est l'augmentation du temps actif. Alors, ça, c'est très important. On sait que, dans le fond, les enfants doivent bouger un minimum de 45-60 minutes par jour. Donc, tout de suite à l'extérieur, ça facilite le temps actif. Et l'autre chose qui est très important, oui, actif, mais l'intensité. Alors, l'intensité du jeu, l'intensité de l'activité physique, elle est très, très importante. Et là, pourquoi on peut avoir plus d'intensité dans un lieu d'apprentissage extérieur? C'est qu'on peut avoir plus de vitesse et plus de hauteur. Alors, quand on pense, exemple, à ces deux caractéristiques-là, on pense aussi à gestion du risque, plus de vitesse, plus de hauteur. Alors, c'est aussi pour ça que c'est si important, le lieu d'apprentissage, les possibles qu'on a à l'extérieur et tout ça pour nous emmener, comme
on appelle la délicieuse incertitude qu'on peut vivre autant comme enseignant que pour l'enfant, c'est-à-dire il y a une petite prise de risque. Alors, tout ça aussi, on le sait, une des grandes théories en arrière de tout ça, c'est comment on emmène les enfants dans leur zone proximale de développement et comment on peut offrir des défis à la hauteur de l'enfant, en même temps qu'il ne s'ennuie pas, mais en même temps qu'on ne le met pas dans une zone d'inconfort. Alors, c'est tout ça le défi. Mais ce qui est beau, c'est que quand on fait ça à l'extérieur, dans un contexte où il y a encore plus de possibles, c'est bien plus facile que chaque enfant trouve sa zone de confort, sa zone, qu'on l'amène dans sa véritable zone de développement proximal. Alors, si je reviens sur le lieu d'apprentissage, pour choisir un lieu, pour le choisir, il faut le connaître. Alors, les 3 chances pour aider à bien choisir son lieu d'apprentissage, c'est d'avoir une première chose, une bonne connaissance de soi. C'est un petit peu spécial qu'on parle déjà de ça, une bonne connaissance de soi en termes de capacité d'être à l'extérieur, d'expérience d'être à l'extérieur. Donc, une bonne connaissance de soi. L'autre chose pour choisir son lieu d'apprentissage, c'est une bonne connaissance de ses enfants. Quelles sont aussi leurs capacités, leur lieu, leur lieu où ils aiment, leur intérêt et aussi leurs besoins. Alors, c'est l'autre chose et une bonne connaissance de son environnement physique à l'extérieur, une bonne connaissance de sa cour. Alors, ici, on en a un exemple de cour extérieure et tout à coup, déjà, il y a une partie qui est gazonnée, qui est connue, qui a été aménagée un petit peu. Donc, bref, ça facilite beaucoup, je dirais, déjà l'apprentissage des enfants. Quand on connaît bien les enfants, on se connaît bien, puis on connaît bien notre lieu. Alors, pour ça, je vous inviterais, c'est souvent quand on parle, encore une fois, de lieu d'apprentissage, on oublie parfois que tout ça, ça peut se créer spontanément. C'est pas obligé d'avoir, comme je dis, des bûches toutes bien placées, toujours à la même place. Les enfants peuvent nous aider à créer notre lieu et on peut créer avec eux autres toutes sortes de lieux en exploitant le maximum de la cour d'école. C'est pas des fois, pas juste la cour à l'intérieur, mais un jour, j'avais emmené les enfants à dire, on va-tu en avant de la cour, en avant de l'école où c'est souvent un bel aménagement, il y a des beaux arbres et personne n'y va, mais on pourrait aller faire notre petit jeu à l'intérieur de cet espace-là. Et ça avait été extraordinaire. Même les enseignants avaient dit, mais Sylvie, on n'avait jamais vu vraiment ces arbres-là de proche. On s'en était jamais approché. Donc, vous voyez, parfois, on n'a pas besoin d'aller loin et notre lieu d'apprentissage change tout. Alors, peut-être vous autres aussi, peut-être aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que justement, il n'y a pas des lieux d'apprentissage à très grande proximité, juste l'autre bord de votre clôture? Il peut y avoir aussi des choses. Une autre chose, j'avais déjà vécu avec les enfants. On s'était promené vraiment le long de la clôture, puis il y avait des branches de sapins qui sortaient de la clôture. Alors, on saluait les sapins, j'irais regarder comme ça. On s'approchait des petits cèdres derrière, entre la clôture et les cèdres. Donc, à quelque part, tout à coup, les enfants n'étaient pas habitués d'aller là. On n'avait pas spontanément pensé qu'on pouvait aussi exploiter en détail une cour aussi grande et qu'il y a beaucoup de place qu'on peut jouer nos apprentissages. Alors, si on revient maintenant au rôle du pédagogue, parce que dans le fond, pour bien connaître nos enfants, bien connaître notre lieu, bien se connaître, tout ça nous permet de se créer des environnements stimulants et sécuritaires. Ce sont vraiment les 2 mots qu'il faut retenir. C'est comment je vais créer quelque chose où ça va stimuler, ça va entraîner chez l'enfant justement à entrer dans son apprentissage par le jeu et avec une plus grande liberté. Et l'autre chose, une veille sur la sécurité. Alors, la sécurité se fait avec eux et se fait quand, encore une fois, on a une bonne connaissance de nos enfants, bonne connaissance de notre milieu et la sécurité part de là comme intervenant. Alors, je dis créer des environnements, mais c'est aussi se créer, encore une fois, d'impliquer les enfants de plus en plus dans ce processus-là d'enseigner à l'extérieur. C'est un pur bonheur parce qu'eux aussi ont des idées et ils vont vous aider. Et faites confiance, comme Josée l'avait parlé tout à l'heure, elle a dit, j'étais là-bas puis j'ai eu une idée sur place. Alors, ça aussi, je dis tout le temps que les plus beaux moments de cette pédagogie-là, c'est quand tout à coup, les choses se créent avec les enfants sur le moment. Et là, on est sûr qu'on est à la bonne place, autant comme enseignant que l'enfant aussi dans ses apprentissages.
Alors, l'idée de ces lieux-là comme rôle du pédagogue est très, très important. Et l'autre chose, c'est la pédagogie de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? Hein? Quand on pense au lieu d'apprentissage, bien, lui, il a besoin d'espace puis de temps. Hein? Et on dirait qu'à l'extérieur, le temps s'étire, l'espace est plus grand, mais aussi le temps s'étire. On est hors du temps même parfois. Donc, c'est ce sentiment-là de ne plus être pressé partout et qui va émerger spontanément du vécu. À ce moment-là, on est vraiment plus dans le moment présent avec eux, autant comme intervenant que pour vivre l'expérience vécue avec les enfants. Donc, ça amène d'être ailleurs, hors du temps et d'expérimenter aussi la vraie qualité des saines habitudes de vie. Le lieu d'apprentissage nous permet d'être en partant dans un mode de vie sain et actif qui est extrêmement important dans le programme du ministère. Et là, vous avez vu dans les 2 dernières images des enfants qui étaient dans un parc. Alors, l'acclimatation à différents milieux d'apprentissage, on est parti de la cour d'école, oui, les petits parcs de proximité. Et là, tout à coup, dans la dernière image, tout à coup, on voit une pleine nature. Alors, comme je vous dis, les 3 sont importants et le premier, qui est la proximité, est extrêmement important. Autant ici, on voit une image d'une autochtone qui médite avec ses enfants devant le grandiose, autant on peut le faire vivre, le grandiose, d'être devant un nid de fourmis dans la cour d'école, puis c'est aussi grandiose pour les enfants. Donc, à quelque part, de jouer avec la nature qui est là présente dans le moment présent. Alors, ça, c'est vraiment la chose importante à avoir dans notre lieu pédagogique. Le lieu pédagogique aussi emmène l'intention pédagogique. Alors, si notre lieu d'apprentissage est bien connu, notre intention se clarifie beaucoup à partir de ce lieu-là. On dirait que c'est ça qui nous inspire et c'est là aussi que clarifie qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants, de le partager. Hein? Quand notre intention est claire, on le partage aux enfants. Déjà, on se prépare avec eux d'aller vivre dans ce lieu-là une expérience qui est plus connue des enfants et même on est surpris parfois quand on leur partage notre intention, qui peuvent l'enrichir et qui amènent d'autres idées. Donc, c'est une co-construction d'une intention pédagogique et ça aussi, c'est un peu un bonheur de faire ça avec eux. Et il y a une belle phrase que j'ai retenue un jour d'un pédagogue qui dit « Si tu sais ce que tu fais, tu peux faire ce que tu veux ». Alors, l'importance d'être bien planifié, de bien se connaître les enfants, connaître son lieu, à partir de là, oui, on peut être prêt à accueillir l'imprévu et le beau qui émerge à chaque instant. Donc, maintenant, on vous emmène dans une nouvelle petite activité de brise-glace, hein, qui est, pas de brise-glace, excusez, de réflexion, de pratique réflexive pour aller un petit peu plus loin dans notre réflexion, pour que aujourd'hui, encore une fois, cet après-midi, ça vous emmène à finir peut-être les 2 heures, puis avoir déjà comme une petite mini-planification, déjà une première idée pour vous lancer. Alors, je vais vous inviter dans un autre dessin d'aller dessiner votre cours d'école, votre école, les lieux autour, le devant de l'école, le plus précis possible. Puis vous allez peut-être être surpris de peut-être qu'il vous manque des informations, mais c'est pas grave, vous allez déjà être capable de visualiser ce que vous connaissez. On va partir de ça. Alors, dessinez votre environnement, votre lieu d'apprentissage et aussi en vous demandant peut-être est-ce qu'il n'y aura pas déjà en le dessinant déjà une partie de la cour que vous sentiriez que vous pourriez peut-être faire votre prochaine activité d'apprentissage là. Alors, je vous laisse vous essayer de mémoriser, de visualiser, de dessiner votre lieu d'apprentissage de proximité. Et simplement à titre d'inspiration, vous voyez à l'écran le dessin donc du témoignage de Josée avec un esquisse de lieu. Donc, si ça peut vous inspirer, là, on tenait à vous présenter un exemple parfois en mots, parfois en dessin, de ce début de planification-là.
Alors, on se laisse peut-être encore 1 minute ou 2. Et s'il y a certaines questions qui vous viennent Oui. à l'élaboration de cette esquisse-là, cet exercice-là de réflexion, je vous invite à nous les partager si vous avez le goût de nous les poser. On se réserve un petit temps là, donc pour prendre quelques questions à ce point-ci. Et je peux vous dire que quand on se retrouve dans la cour d'école puis qu'on est tout seul, les enfants ne sont pas habitués à être dans la cour tout seul. Donc, tout à l'heure, Josée l'a parlé aussi, tout à coup, elle a dit « Faites votre petit œuf un peu partout. » Donc, juste ça, d'utiliser toute la cour pour eux, tout à coup, ils ont un immense espace juste pour eux à être librement là-dedans. Ça change tout aussi pour eux autres, leur perspective d'apprentissage. Donc, exploiter le maximum avec eux, toujours une belle aventure, puis un beau défi qui facilite énormément l'encadrement, puis le début justement d'un enseignement à l'extérieur. Et donc, j'en profite pour vous dire que ces dessins-là et ces notes-là que vous prenez, bien, on va faire la même chose, comme je disais tout à l'heure, pour ce qui est du déroulement. On va aller un petit peu plus loin dans l'élaboration du déroulement et des considérations logistiques aussi. Puis vous aurez l'occasion donc d'échanger avec quelques collègues là, tout à l'heure en sous-groupe pour partager justement certaines réflexions ou résoudre peut-être certains défis que vous avez rencontrés dans la réflexion qu'on vit en ce moment. Donc, vous aurez cet espace-là tout à l'heure. Tout ça sera réinvesti en échange. Donc, je vous inviterai à nous poser des questions, poser des questions à Sylvie, à Josée, si vous en avez à ce point-ci. Puis sinon, comme je vous dis, on garde le dessin pas loin, puis on passe déjà à notre prochain sujet, qui est d'aller un petit peu plus loin dans le déroulement de cette activité-là. Puis je vois Gabrielle là, qui vient de nous en partager une question. Vous parlez beaucoup de connaître les enfants. Est-ce que c'est faisable pour une enseignante à contrat qui remplace à raison de quelques jours par cycle d'envisager l'enseignement extérieur? Selon toi, Sylvie? Alors, quelqu'un qui remplace? Quelqu'un qui, ouais, tu nommais l'importance de bien connaître le groupe, bien connaître le lieu. Alors, quelqu'un qui serait à contrat et qui serait en remplacement, est-ce que tu crois que c'est quand même possible d'effectuer ce genre d'expérimentation-là? Quand on reste dans la cour d'école, déjà, ça facilite les choses. Et je crois que à ce moment-là, c'est de questionner les enfants, comment ils font ça, s'ils l'ont déjà fait. Hein, si déjà le professeur les a déjà initiés, c'est déjà, ils ont eux une expérience. Donc, de questionner les enfants, comment ils font ça, quelles sont les consignes, tout ça. Donc, vous partez de leurs compétences, de ce qu'ils connaissent. Et à partir de là, ça peut vous donner des pistes, justement, de leur capacité ou leur expérimentation. Est-ce que vous êtes capable, vous, de le continuer à guider dans ce même sens-là? Fait que c'est surprenant. Moi, j'ai vu des professeurs, justement, questionner dès le début de l'année sur ce que les enfants avaient fait à un autre niveau de maternelle. Ils étaient rendus en première année et les professeurs m'avaient dit, Sylvie, c'est incroyable. Les enfants nous donnent tellement de détails, comment ils procèdent dehors, puis tout ça, que j'étais tellement confiante de les suivre. Bien, ils en savaient presque plus que moi sur déjà leur expérience de connaissance d'apprendre à l'extérieur. Donc, c'est très beau. Suivons les enfants, on ne se trompe pas bien. Oui, merci. Gabrielle d'avoir posé la question, puis merci de ta réponse, Sylvie. Donc, encore une fois, là, on est là pour ça, vraiment se coller à votre contexte. Donc, ne vous gênez pas pour nous partager certaines questions. J'y reviendrai à ce moment-là. Donc, j'ai les yeux rivés sur le clavardage et sur les mains là, qui pourraient se lever pour si vous souhaitez prendre la parole. Puis sinon, ben, Sylvie, je t'invite à poursuivre. Puis ça se peut que je t'interrompe à un certain moment pour revenir avec des questions des participants. Parfait, je suis bien prête. Alors là, on est au déroulement qui est le cœur des apprentissages. Alors, le déroulement, ce qui est extraordinaire, puis ça a été, c'est connu de ceux qui se sont lancés dans
type d'approche-là, c'est que les interventions négatives ou le contrôle du groupe, quand on est bien préparé, c'est extraordinaire. C'est toute une autre gestion de classe. Donc, le déroulement, je dirais, se fait de façon beaucoup plus harmonieuse. Et l'autre chose, c'est que toutes les compétences des enfants, le fameux développement global qui nous préoccupe dans le développement de l'enfant et qui est spécialement dans le programme du ministère, que pour chacune des compétences à développer, il faut être capable de créer des activités. Et tout à coup, dans un contexte d'éducation en plein air comme ça, il y a quelque chose d'assez important qui se passe, c'est que les enfants développent encore plus de façon globale toutes leurs compétences. C'est-à-dire que tout à coup, on crée, exemple, on l'a vu tantôt avec José, on est dans un contexte où, ils sont en train de penser comment ils vont mettre leur petite bâche pour faire leur petit cocon après la petite clôture. Mais tout à coup, il y a un développement, il y a un socio-affectif qui se passe de façon extraordinaire de l'entraide. Donc, vous voyez, les compétences de langage, de socio-affectif, physique, par des nœuds, tout ça se joue en même temps. Alors ça, c'est assez particulier. C'est pour ça la force de l'éducation en plein air, c'est que le développement global et l'enseignante qui observe tout ça, wow, elle peut en noter des choses, elle peut en voir des choses. Que dans un contexte de classe où souvent on est dans une aptitude ou une chose dans le développement qui se passe à la fois, alors dans un contexte justement extérieur, c'est encore plus vrai que le développement global se facilite les choses. Alors, l'autre chose, c'est que le premier rôle du pédagogue, c'est les pays scandinaves l'ont emmené, ils font d'abord ça pour le socio-affectif. Dans le déroulement, il faut toujours penser que les enfants et vous-même, vous ayez du plaisir. Et ça, c'est l'autre chose dans cette approche-là, le bien-être qu'on vit, que les enfants vivent et que nous aussi, comme intervenants, on vit, c'est absolument extraordinaire. Donc, la joie d'être ensemble, le plaisir d'apprendre autrement, c'est d'abord ça votre rôle comme pédagogue, de soutenir, d'être là, veilleur à ce que ce plaisir-là dure, et c'est justement par le jeu. On ne se trompe pas si on les met dans un jeu et qu'on emmène de plus en plus le jeu libre, on leur donne cet espace-temps pour qu'ils explorent librement, bien c'est certain qu'on est dans le meilleur de ce que l'enfant peut apprendre. Alors maintenant aussi, dans le rôle du pédagogue aussi, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est de jouer au pédagogue qui aide l'enfant dans sa pédagogie à être actif et interactif. C'est là que ça se passe. Si les enfants sont en mouvement et actifs, c'est une chose, mais interactif, c'est-à-dire interactif avec les autres, mais interactif aussi avec soi-même, avec l'intervenant, avec la nature, avec le matériel. Donc, le jeu interactif, le jeu actif est tellement important dans le déroulement. Alors, c'est pour ça que d'utiliser le maximum de l'espace, de se faire des parcours, tout ça, je vais vous montrer aussi comment on peut le faire en utilisant du matériel recyclé, parce que ça, c'est une des questions qui a été posée en amont. Comment on peut faire ça, cette approche-là, sans que les enfants soient tout habillés, qu'on n'a pas toute la pleine nature, qu'on est juste dans le cours d'école? Bien, aujourd'hui aussi, je voulais déjà vous lancer des pistes. Et nous, on a eu la chance l'année passée, à cause de la pandémie, d'être pris dans la cour d'école avec notre laboratoire vivant. Donc, c'était là qu'on a expérimenté tellement de belles choses et que c'est possible de le faire avec les enfants. Donc, et c'est les 4 saisons, le déroulement, le fait qu'il se passe sur 4 saisons et qu'on a les 4 éléments de la nature dans la cour d'école. Alors, il y a du sable, donc il y a de la terre. L'air, le vent, il peut toujours être présent dans la cour d'école. L'eau, bien, la pluie, c'est possible. Le feu, le soleil. Donc, à quelque part, les 4 éléments puis les 4 saisons, déjà, on est, je dirais, en contact, en interaction avec la nature, même dans la cour d'école. Donc, il y a l'autre chose qui est importante dans le déroulement, c'est l'utilisation maximale du matériel de plein air, matériel recyclé, le matériel de la nature, des bûches, tout ça. Donc, on a beaucoup maximisé là-dessus et ça peut vous aider à partir vos activités avec un petit minimum d'équipement. Alors, on vous montre quelques exemples ici et ce qui est intéressant, chaque fois, ce matériel-là nous permet encore une fois de développer différentes compétences. Là, ils sont en construction, construire sa conscience de soi, sa confiance de soi. Donc, tout ça, juste parce qu'on a du matériel libre comme ça qui facilite les choses. Alors, on voit une. Après ça, dans l'autre diapositive,
Marianne, on voit jusqu'où ça peut aller dans la construction. On peut penser que tout à coup, il y a une histoire qui est en train de se créer là-dedans. Il y a une histoire de socio-affectif, mais il y a aussi une histoire réelle de construction. Et quand on amène les enfants juste à parler de ce qu'ils ont vécu, de ce que ça représente pour eux, bien le langagier est dans son meilleur. Et là, il y a vraiment des belles histoires qui sont révélées. Donc, ça fait partie dans le déroulement de soigner ces moments-là. Dans l'autre diapositive, on voit comment tout à coup, dans la sécurité, la gestion du risque, comment les enfants deviennent plus autonomes. Alors, vous voyez, les petites, là, ils sont donnés une autonomie. Ils se vivaient tout à coup une histoire de grenouille qui ne voulait pas tomber en bas du barrage des castors. Donc, ils s'étaient organisés avec leur petit bâton. Donc, agir avec assurance, participer avec la vie de groupe parce que c'était une qui a initié tout ça. Donc, on voit bien un autre bel exemple. Dans la prochaine diapo, on voit maintenant comment expérimenter avec un autre matériel où là, on a d'autres patrons moteurs qu'on emmène, c'est-à-dire le grimpé qui est si important. Les grands patrons moteurs qui sont ceux à risque et sont si importants de développer avec les enfants. Alors, c'est là aussi, on le voit, il y a déjà des émotions qu'on voit des enfants et l'ouverture sociale de s'entraider pour arriver à participer tout le monde ensemble et arriver à ce que tout le monde réussisse selon ses capacités. Alors, ça aussi, c'est très important dans cette approche-là en plein air. On dirait que le plein air favorise que tout le monde est bon. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de but que personne ne peut atteindre. Non, on l'atteint tout où est-ce qu'on est rendu. Et ça, c'est extrêmement important où on sait que les enfants ont tellement de pression aujourd'hui dans la réussite de leur activité ou de sportive. Dans cette condition d'apprentissage-là, on est vraiment dans un mode inclusif à tout moment. Et c'est particulier de voir souvent comment des enfants en difficulté à l'intérieur, à l'extérieur, ils se révèlent des grands dépassements d'eux et parfois des grands déblocages, je dirais, qu'on ne peut même pas penser avoir à l'intérieur. Alors, c'est aussi beaucoup de témoignages d'enseignantes qui disent les enfants en difficulté d'attention, d'hyperactivité, dans un contexte comme ça, on les favorise, puis c'est souvent nos meilleurs leaders même. Donc, il ne faut pas avoir peur avec nos enfants en difficulté que ce moyen-là d'enseigner à l'extérieur peut devenir ça peut vous sauver. Ça peut vous sauver la vie peut-être comme enseignant aussi. Donc, la prochaine diapositive, ça nous rappelle aussi que le jeu en solo, il n'y a pas beaucoup de temps où on peut faire des choses en solo comme on veut. Alors aussi, l'espace-temps qu'on donne aux enfants, bien, il peut y avoir des moments de création libres, mais en solo aussi, qui est bien important. Dans la prochaine diapositive, là, on voit tout à coup, c'est une petite famille. Là, il y a une coopération extrêmement grande entre les enfants, d'entraide, de socialisation, de bonheur. Et tout à coup, là, la vie s'arrête. Ils sont comme ailleurs. Là. Ils sont créés une petite maison. Ils sont créés un moment où là, il y a une ouverture sociale et des liens très, très proches, d'empathie, d'altruisme, même de faire confiance aux autres, d'être inclusif pour les autres. Et tout ça, ça se passe sans que vous ayez aucune intervention à faire. Alors ça aussi, c'est très, très riche de voir arriver ça dans votre déroulement d'activité. Alors, la dernière diapositive, bien, c'est leur permettre de faire des choses parfois qui ne sont pas permises, même des fois, quand tout le monde est là. Alors, on voit ici dans la cour, ils roulent dans le gazon, dans une pente qui, normalement, il y a des enseignants ou des cours d'école que ce n'est pas permis. Alors, ça aussi, parfois, dans des pratiques d'enseignement à l'extérieur, on peut se permettre des choses. On leur dit, on est dans un contexte particulier. Je donne un exemple. Un jour, il y a une enseignante qui a dit, vous allez vous faire 10 boules de neige. Et puis, après ça, on va faire quelque chose avec. Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fini en disant aux enfants, écoutez, ça va être moi, vous allez essayer de me toucher moi, vous avez 10 boules pour me toucher. Alors, les enfants ne savaient plus ce qui était. Déjà, lancer des boules de neige, c'était déjà quelque chose d'interdit normalement. Et là, sur l'enseignant, alors c'était tout à coup un moment extrêmement intéressant au niveau pédagogique pour elle. Elle a osé faire ça. Après ça, elle a repris ça avec les enfants en disant, écoutez, on a fait ça dans un cadre très particulier. Vous aviez les dizaines dans ça à faire. Vous étiez dans un mouvement moteur et que quand on va revenir dans la cour d'école avec tous les autres, bien là, c'est une activité qu'on ne refera plus avec les autres. Donc, ils comprennent bien que là, il y avait un privilège, une liberté
et que ça restait dans le temps qu'ils avaient vécu ensemble. Donc, c'est aussi je dirais, petites permissions, ces petites folies qu'on peut aussi se permettre avec les enfants, qui fait un lien avec l'enseignante de façon, un autre lien avec l'enseignante, c'est sûr. Alors, osez aussi peut-être aller jusque-là, alors selon vos capacités. Donc, ça, c'était, je pense, le déroulement dans l'essentiel. Oui, puis on a plusieurs très bonnes questions, donc oui. On prend le temps donc d'y répondre. On est vraiment là, pile poil. On n'accumule pas de retard du tout. Donc, c'est parfait. Merci, Sylvie, là, de tous ces beaux exemples-là. Il y avait, entre autres, Geneviève, je n'oublie pas votre question, je la garde là, tout de suite après. Mais Nancy et Caroline nous posaient la question, où est rangé le matériel? Par exemple, dans les exemples qu'on a vus plus tôt, est-ce qu'il y a un endroit, c'est-tu rangé chaque soir pour éviter que ça disparaisse? Oui, ben, tantôt, dans la logistique matérielle, on va en parler. Est-ce que ça vous va? Parfait, on se le garde pour plus tard à ce moment-là. Geneviève qui nous amenait le point que je trouve fort intéressant par rapport à l'implication des parents. Je me demandais si tu avais quelques trucs et astuces pour faciliter l'adhésion des parents, d'une part, à cette approche-là, puis même, comme le disait Geneviève, la collaboration pour que les parents puissent contribuer donc au développement des habiletés sociales qui sont touchées là, donc en enseignement extérieur. C'est une excellente question. Deux choses. La première, quand on peut déjà annoncer nos couleurs aux parents. Si on fait une activité un peu spéciale, dire, bien, écoutez, cette semaine, on va aller jouer telle chose dans la cour. Soit par rapport aux vêtements, soient plus habillés. Voici aussi quelle activité, exemple, mettons qu'on travaille sur les trous d'eau. Hein? Sauter dans les trous d'eau, c'est toujours un jouet comme enfant. Donc, bien écoutez, si vous voulez même le pratiquer en fin de semaine ou emmener vos enfants avec leurs petites bottes d'eau, d'aller sauter dans les trous d'eau. Donc, vous les mettez complices avec vous dans vos activités. Donc, ça, c'est très, très important de jouer avec eux autres, les parents, la complicité. Et l'autre chose, c'est qu'après ça aussi, vous pouvez tranquillement, si vous voulez sortir de la cour d'école, désintégrer, d'avoir un parent avec vous. Et nous, on a souvent joué ça dès le début, que les parents pouvaient venir avec. Et là, il y a toute une autre compréhension de ce type d'intervention-là. Et aussi, bien, ils comprennent, ils voient mieux leur enfant, ils découvrent, eux autres même se découvrent comme parents, comment je peux redonner une certaine liberté à mon enfant. Et l'autre chose, c'est aussi l'enseignante qui est capable de mettre rapidement des photos, des vidéos en ligne de l'activité du jour même. Même, il y en a qui mettaient ça presque en direct, le parent sur l'heure du midi ou en direct, il pouvait voir son enfant en train de faire telle chose. Et ça amène une grande complicité, proximité du parent. Et on sait que le parent en préscolaire est extrêmement important. Donc, plus il est informé, plus il est sensibilisé, plus il voit les choses, l'évolution de son enfant, plus lui aussi, je dirais, contribue à continuer cette expérience-là d'apprentissage à la maison. Et ce qui est beau, c'est que les enfants, dans un contexte d'apprentissage comme ça, quand ils arrivent à la maison, ils ont quelque chose à dire. Hein? Puis souvent, les parents, ils n'en reviennent pas. C'est souvent nous, ceux autres, les éducateurs, c'est nos éducateurs, c'est eux autres qui nous apprennent des choses. Donc, ça aussi, c'est très, très beau. Ils ont une expérience sensible, donc un langage, une expérience de vie sensible, de bonheur. Donc, ils ont hâte de raconter ça à leurs parents. C'est intéressant. Ça fait le pont avec la question de Sarah-Anne. Qui se demande si, Sylvie, tu vois des impacts chez les jeunes qui sont hyperactifs. Donc, lorsqu'ils retournent, par exemple, à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient encore plus favorable là, suite à leur passage à l'extérieur par rapport justement aux jeunes hyperactifs? Bien oui, parce que le calme, hein, on sait que déjà à l'extérieur, le fait de bouger, aide à canaliser une énergie, à la dépenser, mais il y a aussi le calme d'être dehors dans la nature. Hein. On sait que déjà, ça a des effets sur nous comme adultes grandement. C'est prouvé scientifiquement que juste d'être dans l'environnement avec du vert ou avec un peu de nature, ça l'apaise notre système. Donc, à quelque part, quand on ramène ça à l'intérieur, cet état-là de calme, puis qu'on
qu'on s'est donné, on le vit comme nous aussi comme adultes, mais ça permet aussi d'éveiller une capacité d'apprendre, d'être, l'oxygénation du cerveau étant sollicitée, donc on apprend encore plus, on est encore plus attentif pour les apprentissages, je dirais, plus cognitifs ou les fonctions exécutives qu'on veut travailler. Donc, oui, c'est extrêmement intéressant des deux côtés pour aider à la concentration, à l'attention des enfants. Et nous aurons effectivement des références à l'appui dans la présentation que vous allez recevoir très certainement. Il y a beaucoup de questions par rapport au matériel et je sais que tu as prévu un bloc là-dessus, mais rapidement, oui, sans nous les montrer, parce que je sais que tu vas nous en faire une démonstration un petit peu plus tard, mais l'accès au matériel. Donc, plusieurs participants nous disent, entre autres Joanie, Catherine, qu'ils n'ont pas nécessairement accès au matériel, par exemple les pneus qu'on voit à l'écran parce que pour X raison, c'est soit inflammable ou donc pas d'accès à du matériel élaboré. Est-ce qu'il y aurait comme une trousse, un kit de base avec lequel on peut jouer puis être très agile sur plusieurs activités? Bien, c'est sûr, oui. Dans le fond, moi, j'ai tout le temps que c'était moi-même, j'ai fait une expérience il y a 25 ans quand j'ai eu un cours avec un prof de l'Université Laval, ça fait au-dessus de 25 ans, qui nous faisait expérimenter cette approche-là de connaissance de soi avec la nature. Et les deux choses qu'on avait, je vais vous les montrer. Et à partir de là, j'ai dit, bon, ben c'est comme ça que je vais aussi, quand on va faire on va expérimenter cette pédagogie-là avec la nature. Alors, la première chose, c'est un petit coussin bleu comme ça. Alors, ça, c'est du matériel qu'on retrouve chez Canadian Tire en rouleau. Hein. C'est un rouleau de tapis de sol de plein air et qui nous permet de pouvoir s'asseoir dehors avec les enfants en toutes conditions. Alors, quand il neige, c'est complètement isolant et même ça nous renvoie de la chaleur. Donc, ce petit coussin-là, c'est absolument extraordinaire. On peut s'en faire un chapeau, on peut s'en faire un coussin pour dormir. Donc, bref, et ça se range. On peut presque le ranger en arrière. Quand on les transporte, on peut le mettre dans notre dos si on n'a pas de sac à dos. Bref, l'hiver, avec les petits, je le mettais dans leur salopette. Fait qu'ils l'avaient déjà dans leur culotte, puis moi-même, je l'avais, donc j'étais toujours prête à aller m'asseoir avec eux à l'extérieur. Donc, ça, c'est assez intéressant comme c'est la base. Avec ça, on peut se faire une place pour enseigner, on peut se faire une place pour prendre la collation, donc un beau petit élément très, très facile à transporter. Et l'autre chose… Ce tapis-là que tu viens de montrer, tu le coupes à quelle grandeur? Donc, tu le coupes en… Oui, c'est ça. Ça se vend en rouleau chez Canadian Tire. C'est un tapis de sol, puis il est gaufré. Celui qui est gaufré est de plus grande qualité. Hein? Donc, si vous avez une chance d'acheter celui qui est gaufré, et puis l'autre chance, bien, dans le rouleau, vous en faites 8, puis ça se vend autour d'une trentaine de dollars pour les 8. Donc, faites le total, ça fait un petit pas tout à fait 4 $ par enfant, donc un premier achat qui est peu coûteuse. Alors, l'autre chose, Josiane a parlé et moi, j'ai expérimenté à toutes les saisons. Ça aussi, parce que ces deux choses-là peuvent être utilisées les 4 saisons. C'est la fameuse petite bâche de Dollarama 4x6 qui est extrêmement intéressante parce que là, on peut jouer avec ça beaucoup de situations d'apprentissage et en même temps, c'est notre imperméable, notre cabane qui fait qu'avec ces deux choses-là, s'il arrive une intempérie où on veut être plus longtemps dehors pour se couvrir, avoir un peu chaud, mais ça nous garde une certaine chaleur. Donc, ces deux éléments-là, puis ça, on peut travailler à porter ça dans un petit sac de Dollarama où les deux choses, encore une fois, les enfants peuvent l'emmener sur leur dos ou le cacher à quelque part dans leur capuchon, la bâche dans le capuchon, puis le tapis dans le dos, puis bingo, on est prêt, on est libre, puis on peut faire beaucoup avec tout ça. Alors ça, c'est les deux éléments qui ne coûtent pas cher. La petite bâche, je pense que ça coûte 2,5 piastres. Donc, vous voyez, un petit 5 piastres, un petit 5 piastres et demi, là, 6 piastres, là, on peut faire beaucoup avec ça. Et après ça, les cordes, là, avec les bâches, on peut toujours les cordes. Là, tantôt, je vous montrerai aussi d'autres petites choses par rapport à du matériel. Mais ça, infini ce qu'on peut faire. Fort intéressant, Sylvie. Une dernière question avant de passer au prochain bloc.
on voyait sur une des photos les enfants qui avaient tous le même petit imperméable. Donc, on revient donc au matériel. J'imagine qu'il y a possibilité d'avoir des subventions, une forme d'aide financière. Dans ce cas-ci, je crois que c'était l'école qui avait financé l'achat des habits pour les élèves. Peut-être qu'il y a certains matériels qui peuvent aussi être subventionnés. C'est sûr que ça, c'est l'autre step. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne mets pas l'accent là-dessus parce qu'à quelque part, ça peut décourager des gens, dire ah, s'ils n'ont pas le matériel, on ne pourra pas le faire ou tout ça, les enfants ne sont pas tous bien habillés. Alors, c'est pour ça que par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des possibles, mais puis ce matériel-là se trouve, il y a des compagnies, MEC, puis même nous, Enfants Nature, on est en train de développer une salopette Enfants Nature pour aider justement à rendre ça encore plus accessible. Donc, ça, c'est dans le développement qui est possible pour vous. Les subventions là-dessus, bon, c'est sûr que oui, il y a l'URLS, il y a des commissions scolaires parfois qui ont du budget pour aider, donc, ou des levées de fonds. Donc là, on se retrouve avec quand même une démarche plus importante à faire, mais je dirais au départ, lancez-vous pas trop tout de suite là-dessus, expérimentez petit pas par petit pas. Puis après ça, vous allez voir aussi l'enthousiasme, votre enthousiasme, l'enthousiasme des enfants, de la direction, des parents. Donc, à quelque part, tout ça va aider après ça à aller à l'autre step de tout l'aspect d'équipement des enfants. C'est super. Donc, on a le temps pour un dernier exercice de réflexion guidée. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans les considérations logistiques, notamment le matériel. Puis, on aura donc du temps pour échanger ensemble. Donc, je te laisserai poursuivre, Sylvie, avec ce guidage-là, donc, dans l'exercice pratique concernant le déroulement. Parfait. Alors, bien, on était tantôt, vous étiez en train de faire dessiner votre école, votre contexte d'apprentissage. Là, maintenant, allez plus loin. Si vous aviez justement à fermer vos yeux, allez vous créer un petit jeu là, avec justement peut-être le matériel que je viens de vous montrer. Quel apprentissage vous aimeriez faire demain matin ou après-demain ou en tout cas dans les prochaines semaines pour vous lancer, puis même peut-être même avec rien, hein, ça peut se faire aussi avec presque rien. Quelle serait tout à coup votre idée hein, et associée avec quelles compétences? Comment vous partiriez votre activité? Alors, dans quel lieu et aussi, ça serait quoi votre petit déroulement? Là? Alors, déjà, initier des petites idées d'activités pour arriver aussi, ce qui est bien important, arriver avec un espace de jeu libre, hein, parce que ça, c'est une finalité très importante dans le programme. Alors, comment favoriser tout à coup où vous allez laisser aller librement dans leur jeu? Alors, tout en dessinant, vous pouvez aussi déjà, on le sait, l'intention pédagogique en arrière, ça peut partir de votre intention. Quelle serait votre intention pédagogique? Et à partir de là, se construit, je dirais, votre processus d'apprentissage, votre activité, votre déroulement se clarifie. Vous pourriez juste aussi vous demander, c'est quand, hein, à quel moment de la journée je le fais? Hein, puis c'est où? Et combien de temps? Hein? Combien de temps je pourrais me consacrer pour une première? Encore une petite minute.
Donc, je nous invite à poursuivre avec les éléments liés à la logistique. Donc, on va ramener là, certaines des questions qu'on a eues tout à l'heure. Quel matériel précisément, où on le range, comment on gère tout ça. Puis j'en profite pour vous remercier donc de votre implication. Je vous vois là, tous affairés à prendre des notes et à dessiner. C'est beau de vous voir. Donc, merci là, de participer en si grand nombre. Sylvie, je te laisse poursuivre pour notre dernier bloc qui est la logistique. Merci. Alors, les considérations logistiques, moi, je vois ça comme un camp de base. Hein. L'idée aussi, quand les enfants, on leur parle d'aller à l'extérieur, je dirais qu'il faut leur parler de ça comme une aventure. Chaque fois, c'est comme on leur lance un défi, on s'en va à l'aventure. Puis quand on est dans cet esprit-là avec les enfants, puis il faut préparer notre matériel, puis il faut être organisé. Il faut savoir ce qu'on a dans notre sac ou qu'est-ce qu'on apporte, justement, qu'est-ce qu'on cache dans notre dos, tout ça, et qui sont avec nous là-dedans dans toute la préparation, la planification. C'est absolument extraordinaire de voir leur attention et parce que là, on crée déjà dans ce qu'on appelle l'état de flow un but précis. Ils sont tous là, sont passionnés. Déjà, la motivation est très, très grande. Donc, à quelque part, les considérations logistiques qui parfois peuvent nous devenir une contrainte d'un certain côté peut devenir justement un vraiment beau moyen pour travailler leur autonomie. Puis encore une fois, qu'on ne soit pas ceux qui portent tout ça, tout l'aspect logistique. On se questionne avec eux, on arrive à trouver des solutions. Donc, exemple, la première chose, quand on parle des considérations logistiques, on pense météo aussi. Hein? Alors, être un modèle de confiance comme pédagogue, c'est de dire avec les enfants, « Hey, ensemble, là, on peut-tu trouver, est-ce que demain il va faire beau, puis s'il ne fait pas beau, qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, la confiance des enfants vis-à-vis vous et vous avez confiance que les enfants, on peut trouver des solutions, on va être capable de penser, d'arriver à aller dans des météos différentes, moins je dirais, facile, mais qu'il y a cette confiance-là mutuelle qui s'installe, puis les enfants vous font confiance que parce que vous êtes là, parce que vous les emmenez là, ben, ils ont confiance qu'il ne manquera de rien. Donc, à quelque part, dans toute la logistique, c'est vraiment tout le rôle de confiance qui s'établit entre vous et les enfants. Et après, dans le rôle de la pédagogie de l'enfant, ben, la prochaine diapositive, c'est que là, on voit tellement comment l'enfant y est unique, mais aussi il est compétent. Alors, cette compétence-là de l'enfant, c'est absolument extraordinaire de voir quand on leur donne la chance, justement, d'aider, de se questionner, comment ils peuvent nous aider à aller loin dans les solutions et l'entraide. Alors, ça aussi, dans un contexte de plein air, dans un contexte d'enseignement à l'extérieur, c'est encore plus vrai, ça, qu'on peut voir émerger tout ça. Donc, encore une fois, ces qualités-là de base qui sont si importantes, de sentir que tu es compétent comme enfant et aussi comme intervenant parce qu'il y a une logistique qui est facilitée, parce que tout le monde, on collabore, on s'entraide. Alors, c'est aussi toute l'histoire de participer à la vie de groupe qui est dans une des compétences si importantes du ministère. Et c'est une autre gestion, hein, parce qu'encore une fois, c'est autre chose. Alors, vous voyez ici de bac, on voit des petites qui se sont organisées pour être heureuses, là, ces deux-là, avec une petite planche puis une petite bûche. Puis moi, quand j'avais emmené ça la première fois, alors c'est déjà un élément important. Je vais vous montrer ici, si vous voulez mettre sur la caméra différente. Hop! Alors, les bûches de bois, comment ça, là, c'est un élément extrêmement intéressant qui peut servir les 4 saisons. On peut les laisser dehors. Ceux-là que vous voyez, ça, c'est une bûche de cèdre. C'est sûr que le cèdre, ça a des grandes qualités. C'est léger en même temps aussi. C'est beaucoup plus difficile de pourrir. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir des grosses bûches de cèdre, vous allez avoir des cubes de cèdre. Alors, ça peut se faire couper un magasin de construction. Donc, ça, ces deux éléments-là de base aussi, où on peut faire énormément avec ces deux choses-là, c'est un élément intéressant en termes de matériel, de logistique. Alors, avec ça, encore une fois, vous avez vu tantôt, les enfants peuvent les rouler. Avec ça, on peut se créer notre environnement d'apprentissage. Alors là, tout ça, juste avec du petit bois, des bûches de bois, et on peut les laisser encore une fois dehors. Mais à chaque fois, avec les enfants, c'est très important encore une fois, de les impliquer
On a fini l'activité, on ne les laisse pas là. On les range, on les met quelque part et là, l'autre groupe va pouvoir l'utiliser. Donc, le rangement, aller les chercher, les ranger, ça fait partie de l'activité. Ça fait partie de l'organisation, hein, de l'environnement. Et ça, c'est aussi important, cette entraide-là. Et vous allez voir, à un moment donné, j'avais vu, à un moment donné, j'ai dit, ah, pour moi, lui, il est bûcheron. Tu sais, il y avait une façon de transporter les bûches, de les corder, puis là, c'était lui qui avait montré aux enfants comment on corde des bûches une par-dessus l'autre. Donc, vous allez voir aussi les petites qualités des enfants à travers ça. Donc, ça, c'est une des choses importantes dans un des matériels de base aussi Et vous avez vu en bac aussi, l'autre chose, c'est le fameux chariot. Alors, ça aussi, un autre bel élément qui vous permet d'être un peu plus nomade ou d'emmener votre équipement dans votre cours, de vous déplacer avec votre équipement de façon, je dirais, efficace. Et à chaque fois, c'est les enfants qui peuvent le traîner. Alors, tout ça, de les faire participer. On met quoi dans le chariot pour partir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, ils peuvent aider à mettre les choses, les ranger bien dans le chariot, de se déplacer. Donc, un chariot comme ça, un autre bel élément, parce que faire la classe à l'extérieur, c'est d'être nomade, accepter d'être nomade, d'être itinérant un peu. Et ce chariot-là, bien équipé, on peut sortir aussi de l'école, de la classe, et ça aussi, c'est intéressant. L'autre chose, vous voyez la tente derrière moi. Alors ça, c'est une petite tente autoportante qui est vendue chez Canadian Tire et qui se déploie tout de suite et qui se referme dans une pochette comme ça. On n'a pas besoin ça prend 32 secondes, la tente se roule et se replie et on peut même l'amener sur nos épaules. Alors, une petite tente comme ça avec un groupe d'enfants, on peut facilement s'asseoir 15 enfants, tout bien pacté. Ce qui est intéressant, c'est l'hiver, ces tentes-là, ou à l'automne, mais l'hiver, dans un contexte où on a besoin d'être protégé, de faire une activité, je dirais, de collation ou de petite histoire, ça nous donne des possibles à faire. Alors, c'est vraiment ça, une tente pas chère qui emmène, encore une fois, un petit élément intéressant pour faciliter l'intégration de la classe dehors. Alors ça, pour tout de suite, c'est ça. Je vais continuer avec... Alors, l'autre chose... Excuse-moi, oui, je me permets, sans faire la promotion de marques en particulier, mais est-ce que tu as des modèles ou des marques, celle-ci que tu montrais? Là, ah oui, bon, celle-là aussi, c'est chez Canadian Tire. C'est la 4 places Hardbound. Hein? Alors, c'est... qui se vend combien à peu près? Autour de 180 $. Alors, à la 4 places. Il y en a une à 2 places, mais la 4 places... Fait que c'est vraiment une belle petite invention. Parfait. Puis les enfants, c'est sûr, quand on sort ça, c'est très joyeux. Effectivement, mais ça m'amène la question peut-être de Caroline qui serait à propos à ce point-ci. Tu mentionnais tout à l'heure toute l'importance du jeu libre. Caroline nous dit, j'ai de la misère à trouver une intention tout en demeurant dans le jeu libre. Par exemple, de construire une cabane pour les cochons avec des roches, des branches, des rouleaux de carton, utiliser cette tente-là que tu nous montres. Oui. Il me semble que c'est plus du jeu libre ou selon toi, ça peut demeurer du jeu libre? Oui, bien, dans le fond, ça, c'est un aspect pratico-pratique pour se donner plus de temps dehors, la tente. Là, on est dans quelque chose d'autre. Après ça, l'histoire des bâches, là, on peut travailler les cabanes, les fameuses cabanes avec des branches, des bâtons, des branches, de la corde. Alors ça, là, on est plus dans une dynamique de jeu libre, de construction, de créativité. Oui. Alors, on peut le jouer de différentes façons. Mais il y a encore une fois, pour faciliter notre temps dehors, comment le matériel de base, qui est encore une fois la bâche, peut nous emmener à aller très, très loin sans avoir besoin de la tente. Exact. Moins on a de choses toutes faites, c'est ça. Plus on se débrouille, plus on est dans la créativité avec les enfants, plus on est dans la liberté des apprentissages. Et justement, une dernière question de Simon qui nous demande est-ce qu'il y a une liste de ces éléments-là dont tu parles? Donc, les incontournables. Là. On a vu le petit tapis bleu, la bâche, peut-être le chariot.
On pourra s'assurer de les placer également là, dans la présentation qu'on vous fera parvenir. Mais selon toi, là, justement, le kit de base, ça Oui. serait ça, en précis? Bien, on voit les deux autres choses là, à l'écran, c'est-à-dire la petite chaudière d'aluminium, hein, une chaudière puis une pelle. Alors, une petite chaudière puis une pelle, ça, c'est... Puis, alors ça, on peut vraiment faire beaucoup avec ça aussi en termes de créativité. Ça devient le chaudron, ça devient tout à coup l'aquarium où on fait semblant qu'on a des poissons, on ramasse l'eau, on fait de la musique avec ça. Hein, si on la renverse, ça devient notre tambour. Bon, bref, les enfants se trouvent beaucoup de possibles à faire avec ça. Et la petite pelle pour explorer, pour découvrir, pour ramasser, pour brasser. Bon, alors là, on est dans un contexte d'un petit parc. Et ça aussi, ça emmène les enfants, ils ont chacun leur objet, ils transportent ça, donc le transporter. Puis après ça, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Bien, on est là dans un jeu libre. Mais ils ont un minimum d'équipement où on va explorer avec ça. Ça peut devenir quelque chose pour grimper, tout ça. Bon, donc, alors la prochaine diapo, c'est quand même très important dans toute cette approche-là d'éducation à l'environnement. Alors, avec les enfants, quand on est dans un contexte où on est plus proche du vivant, plus proche des sources de la nature, c'est extrêmement, je dirais, important comme intervenant, leur apprendre qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, dans un contexte où on voit le petit qui ramasse des branches, c'est-à-dire après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'utilise pour un apprentissage et si on a fini, on le remet à la nature. Ou si on le rapporte à l'intérieur, on va faire quelque chose avec. Alors, tout ça, d'avoir ce souci-là avec tout ce qui est l'environnement, d'aller au bout d'un apprentissage et avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour la nature. Alors, la même chose, la petite fille qui tient la grenouille, bien, comment, oui, on peut s'en approcher, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la redonner dans son environnement et d'en prendre soin et avec un très grand respect. Et c'est là que le lien affectif avec l'environnement est si important. Et je dis tout le temps, et si on les protège, si on protège l'environnement avec un lien affectif avec les enfants, c'est comme ça que les autres, plus tard, eux aussi vont pouvoir se lever puis crier haut et fort comment la nature, c'est important pour eux. Donc, le lien affectif et la protection de la nature vont ensemble dans ce contexte d'enseignement à l'extérieur. Et j'aime bien David Suzuki qui dit qu'il faut tomber en amour avec la nature pour la protéger. Donc, avec les enfants, c'est facile de retomber là, en amour. Alors, l'autre chose, on voit les petites bâches. C'était une des questions qui avait été posée en amont. Comment on peut faire la sieste dehors dans l'hiver? Bien, vous voyez, les petites bâches peuvent vraiment nous servir pour aller se faire des petits cocons, aller s'endormir sur la neige pendant quelques minutes. Ils se couchent comme dans un petit pain pita. Ça devient un bel petit élément pour justement se reposer. Et le fait d'être caché, hein, puis même parfois, ils se cachent complètement en dessous, un peu dans la noirceur, mais ça aussi, tout de suite, ça s'apaise, la tranquillité qu'ils ont. Puis moi, j'ai vu souvent cette activité-là hein, dans la nature avec les petites bâches, comment ça favorise le calme, la relaxation. Encore une fois, l'apprentissage de se calmer, ça fait partie des compétences, les saines habitudes de vie. Donc là, on est dans un contexte où c'est bien plus facile de faire des apprentissages comme ça. Puis je voyais tantôt José qui me faisait signe de tête qu'il l'a bien expérimenté avec les enfants. Donc, encore une fois, une belle façon d'utiliser ces petites bâches-là si simples. Alors, dans la prochaine, alors là, on voit l'aspect social dans une tente, comment, bien, c'est sûr que c'est joyeux. Il y a comme une entraide. Puis, tu sais, de se faire toute la place, de dire, OK, on est tous collés les uns à côté des autres. Bon, là, dans un contexte de pandémie, on était ailleurs, mais bref, de retrouver ce plaisir-là d'être tout collé à l'intérieur, de se réchauffer, prendre soin les uns des autres, bien, ça amène vraiment une belle joie entre eux autres. Alors, la coopération, je dirais même l'altruisme, de penser aux autres. Alors, dans un contexte de plein air, c'est sûr que ça, c'est tellement important et les enfants sont nos champions pour aider. Je vous conte un jour, il y a un petit garçon qui était notre leader, notre hyperactif, qui à l'intérieur, il ne se tient plus. Là. Alors lui, quand on était en nature, c'était toujours lui qui était en avant notre leader. Et tout à coup, il avait entendu pleurer une des petites qui avait des difficultés de langage moteur,
incroyable. Et là, elle n'était plus capable de suivre. Elle s'est mise à pleurer. Et notre petit Xavier, il s'est mis à retourner aller la chercher, puis il lui a donné la main, puis il a dit, Célia, toi aussi, tu es capable. Alors, vous voyez, dans un contexte de plein air, comment les enfants s'entraident. Et la maman, quand elle a su ça, elle a pleuré. Elle disait, non, c'est pas mon petit qui normalement n'est pas facile à l'intérieur et a été aussi bon à l'extérieur. Donc, vous voyez, là, elle aide l'autre à monter. Alors, on a des bels exemples de bonté, de bienveillance l'un envers l'autre. Et même, vous allez voir, ils vont avoir de la bienveillance envers vous comme adultes. Ils vont prendre soin de vous autres. Vous allez voir, vous n'allez pas être surpris de tout ça. Alors, la petite dernière, moi, celle-là, j'ai craqué. C'est juste pour vous dire qu'eux autres, ils ont 2 ans. On a fait des expériences avec des petits 2 ans. Ils ont des habits des enfants de 4 ans avec les sacs à dos des 4-5 ans. Puis eux autres aussi voulaient tirer le chariot, voulaient avoir leur bâton de marche, tout ça. Et on est parti avec les éducatrices. Ils en ont pleuré. Ils ont dit, Sylvie, mon Dieu, ça se peut pas, nos petits 2 qui sont capables autant. Donc, à quelque part, je voulais vous emmener cette image-là aujourd'hui pour vous dire votre travail que vous faites. Si vous emmenez les enfants de 4-5 ans déjà dans une expérience d'aventure, vous les amenez à vous dépenser, vous leur faites tellement un cadeau, un grand cadeau de vie, qui est des ancrages tellement importants qu'ils vont se souvenir toute leur vie et qui vont surtout pouvoir être capables d'une plus grande autonomie, ce désir-là d'apprendre, de se dépenser et que là, cet âge-là, elle est cruciale pour vivre ces expériences-là uniques dans leur vie que présentement, ils ont tant besoin de vivre. Donc, à quelque part, oser, ils sont capables plus qu'on le pense. Ah, inspirant, Sylvie. Franchement, là, 2 questions à ce point-ci avant notre exercice pratique. Donc, Julie qui nous demande combien de temps par semaine on peut vivre cette pédagogie enfant nature-là. Donc, Josée a fait ça comme ça, nos limites, dans le fond, mais commencer à petite dose. Hein. Au fond, c'est d'avoir une constance. La première chose, les enfants là-dedans, autant pour vous que pour eux autres, si vous établissez une espèce de routine, ils savent comment ça va se passer, ils savent les équipements, ils vont planifier avec vous, puis ils savent à chaque jour, à chaque semaine, c'est quand aussi. Ça, c'est intéressant parce que la veille, c'est joyeux de savoir que demain, ils vont être dehors dans une activité à l'extérieur. Donc, d'avoir une constance. Et plus on le fait, plus on augmente aussi la fréquence. Et ça fait partie des grandes fonctions, la répétition, qui fait que dans les apprentissages, si on répète les mêmes gestes ou les mêmes consignes ou d'aller toujours dans un même lieu aussi, ça peut être au départ sécurisant. Et il se crée un sentiment d'appartenance dans ce lieu-là où ils peuvent vivre toutes sortes d'activités, mais ça peut être à la même place dans la cour d'école pour un certain temps. Donc, c'est la répétition, la constance, justement la fréquence et la durée qui peut devenir de plus en plus long aussi. Donc, c'est à vous de jouer, mais l'important, c'est de dire, OK, je l'entreprends puis j'essaie d'avoir une rigueur d'une certaine constance. L'autre question que j'avais, Sylvie, c'est par rapport au rangement. Je sais que tu as glissé un mot rapidement tout à l'heure, mais donne-nous là tous tes trucs par rapport au rangement du matériel. Est-ce qu'il faut, par exemple, absolument posséder un espace de rangement à l'extérieur ou si on peut transporter certains matériels plus légers de l'intérieur vers l'extérieur? Oui. Donc, donne-nous tes trucs là-dessus. Bon, la première chose, encore une fois, les fameux sacs, tantôt, je vous montrais de Ikea bleu. Déjà, ça facilite énormément le rangement des petites bâches puis des petits tapis. Après ça, le chariot aussi peut devenir une façon de serrer nos choses dans le chariot. Bon, après, tout l'équipement de matériel recyclé, nous, on le laisse dehors. Il y a moyen de faire en sorte que c'est dans un coin, c'est bien rangé. Et là, bien, c'est sûr que dans notre développement avec la coopérative Enfants Nature, là, on initie depuis quelque temps cette idée d'une boîte éducative, le container Enfants Nature, pour aller remiser toutes les choses. Alors ça, c'est une autre étape. Alors et là, on est dans un beau projet avec justement notre école laboratoire à Shawinigan, où on a déjà un container Enfants Nature et qui permet d'aller ranger les choses. Et ce container-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet de travailler, oui, pendant les heures de classe, mais aussi à la récréation et selon les groupes. Alors, on va porter le matériel, on revient et tout ça est accessible très, très facilement. Et un container
plein air, ben, ça a beaucoup de qualité en termes de sécurité, vandalisme, c'est solide. Donc, alors ça, c'est ce qui s'en vient. Mais à court terme, dans ce que vous avez comme possible, bien, c'est de garder, encore une fois, le matériel recyclé à l'extérieur, bien rangé. Puis tout le reste, ça peut être aussi en partie dans votre classe parce que ce matériel-là, si vous l'utilisez, vous le rangez bien, pour eux, les enfants, c'est joyeux. Ces petits tapis-là, ces petites bâches-là peuvent être aussi utilisées à l'intérieur hein, comme activité préparatoire. Une bâche, ça peut faire un beau lac dans la classe, puis on se pratique sur des choses. Donc, bref, aussi, vous pouvez avoir une façon de le ranger à l'intérieur qui fait que pour eux, c'est une référence aussi de joie parce que quand ils voient ça, bien, ça leur rappelle du bonheur qu'ils vivent à l'extérieur. Super. Donc, on est rendu à notre dernier exercice, notre dernière réflexion guidée. Donc, à partir de ce même dessin qui évolue de votre côté. Puis, on se prend disons 3 à 4 minutes pour ça. Puis, tout de suite après, ben, on a un petit moment d'échange en sous-groupe. Là, et on pourra en profiter pour prendre une mini-pause avant de conclure. Alors, bien là, peut-être vous devinez déjà la prochaine petite pratique réflexive qu'on vous amène à faire par rapport au matériel. Alors, peut-être vous fermer les yeux, juste vous demander qu'est-ce que j'ai déjà comme matériel à l'école avec lequel je pourrais déjà travailler. Déjà, il y a peut-être des coussins carrés qui existent comme des morceaux de casse-tête qui pourraient t'emmener dehors. Est-ce que les tapis bleus, les grands tapis bleus, bon, on pourrait déjà faire que j'initie quelque chose. Alors, quel est le matériel que vous avez à l'école ou que vous aimeriez avoir pour aller faire votre première activité tantôt que vous aviez peut-être imaginé dans votre lieu d'apprentissage? Alors, ce serait quoi la prochaine étape? Ou quelque chose, ça peut être avec même du carton. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé du carton, mais le carton peut aussi être un élément important avec lequel on peut travailler. Un tas de feuilles, dans ce temps-ci, les feuilles peuvent devenir un élément important où on peut jouer avec ça. Les cocottes, les roches, les branches, tous ces éléments-là de la nature qu'on peut aller ramasser pour aller déjà, avec ce matériel-là, faire une activité. Hein, compter des cocottes, compter des roches et faire des montages, faire de l'art nature. Alors, tout ça, c'est possible. Donc, allez voir dans votre banque d'idées ou de matériel déjà, qu'est-ce qui pourrait vous servir déjà tout de suite pour votre prochaine activité. Et faites un petit dessin de ça. Une dernière petite minute. Alors, s'il y en a qui sont encore à l'écran, c'est sûr que de la corde de poche comme ça, puis des ciseaux. Alors, vous voyez, il y a un petit ruban qui est mis après les ciseaux comme ça. Si on les échappe quelque part dans la nature, bien, on a comme une facilité de les retrouver. La même chose, la petite pelle, tantôt, on en a parlé, bien, elle aussi, elle a son petit ruban rouge pour faciliter de la retrouver. Et l'autre petit élément qu'on pourrait avoir, c'est une fameuse petite loupe. Alors, c'est 3 ou 4 petites affaires qui peuvent aider à faciliter les apprentissages, l'observation, le jeu. Et alors, la fameuse corde aussi de Dollarama qu'on peut couper en bout. Alors, mais celle-là, la corde de poche qui est réutilisable, qui fait plus nature. Alors, tout ce qu'on peut avoir aussi comme, je dirais, comme matériel beaucoup plus brut. Alors, ça, Claire Warden en Écosse
tenait beaucoup à ça. Alors, vous avez vu, la chaudière est en aluminium, la pelle est en aluminium. Alors, moins de couleurs possible, plus de matériel brut. Alors, ça aussi, c'est meilleur pour l'enfant qui ait moins de stimuli juste par des couleurs, par un matériel, puis c'est plus proche de la nature. Et on fait attention, hein, quand on prend des cordes, on les récupère là, avec les enfants, ça c'est sûr. Effectivement. Donc, on est rendu à ce moment clé où on vous propose donc, à partir donc, de votre lieu d'apprentissage, des grandes lignes de votre déroulement, du matériel que vous avez identifié, bien, on vous propose de partager ça en plus petits groupes, donc d'échanger en sous-groupes. Puis, évidemment, là, c'est un moment qui est pour vous, donc une discussion qui est complètement libre, mais on vous propose trois éléments qui pourraient faire l'objet de votre discussion en sous-groupe. Donc, on prendrait les 10 prochaines minutes pour ça. Donc, vous seriez, si vous êtes d'accord, répartis de façon tout à fait aléatoire dans des groupes de 3 à 4 personnes. Et vous pourriez échanger donc sur les besoins là, qui sont présents pour vous en ce moment, que ce soit des découvertes que vous avez faites par rapport à l'esquisse que vous venez de réaliser, certaines choses que vous auriez envie de partager. Ça peut être des préoccupations qui demeurent, des enjeux ou des défis que vous avez rencontrés. Par exemple, si vous avez identifié un lieu d'apprentissage, puis vous dites moi, je ne suis pas tout à fait sûre de mon déroulement. Donc, ça peut être un moment d'en discuter avec des collègues, des pairs pour les prochaines 10 minutes. Puis, ça peut être des questions auxquelles vous ne trouvez pas réponse depuis le début donc, de l'atelier, puis que vous souhaiteriez ramener au grand groupe et à Sylvie. Donc, on prendra un moment tout de suite après là, pour évidemment conclure, mais vraiment consolider ensemble ce qu'on a découvert, certains enjeux qui perdurent, puis ces questions-là qu'on pourra ramener à tout le groupe. Donc, allez-y là, vraiment librement à ce moment-là et pour vous. Vous ne serez pas obligé de partager quoi que ce soit après. Ce sera encore une fois très libre. Et donc, vous pouvez prendre aussi ce 10 minutes-là pour prendre une pause, hein, un verre d'eau à l'eau toilette, il n'y a pas de problème. Donc, on se retrouve dans 10 minutes et on consolide tout ça ensemble puis on conclut. Là, on sera à l'heure. Donc, on se retrouve. Je laisse Mallory peser sur le bouton magique et on se dit à tantôt.
Bienvenue, on va laisser les gens rejoindre à nouveau la salle principale. Donc, on s'est permis quasiment un 10 minutes d'échange. Donc, Mallory, les gens, c'est ça, vont se joindre dans les 30 prochaines secondes de ce que j'en comprends. Dans 5 secondes. Bienvenue à tous. Donc, vous êtes tous revenus. Merci donc d'être revenus avec nous. On va se permettre donc un petit moment d'échange puis de consolidation ensemble. Donc, comme ça, là, de façon tout à fait librement, j'inviterai certains participants, si vous avez le goût de partager quelque chose qui a émergé de vos discussions, s'il y a des questions que vous souhaiteriez donc adresser à Sylvie, à José. José est là aussi encore. Si vous voulez qu'on ramène quelque chose en grand groupe, vous pouvez lever la main pour le partager oralement ou tout simplement l'écrire dans la discussion, là, comme on procède depuis le début. Donc, Sylvie, je sais que tu as vraiment beaucoup d'expérience sur ce genre d'atelier-là. Donc, évidemment, on peut replacer certaines questions. Pendant que je lis ce qu'on m'écrit, Caroline qui nous disait tantôt, on a vu là, dans une des diapos, Sylvie qui partageait, il y avait comme des grosses bobines géantes, tu sais, des gros rouleaux de bois. Tu prends ça où, ça, ce genre de matériel-là? On ne t'entend pas, par contre, il faudrait juste rouvrir le micro à nouveau. Alors, ben ça, c'est dans les cours de tout. Il y a des cours qui existent, des magasins de toutes sortes de matériel recyclé, des palettes, des matériaux de construction, d'atôles. Bon, ils peuvent avoir ça. Ou les compagnies qui vendent des choses électriques. Hein, c'est sûr que c'est des bobines que utilisent aussi les électriciens, les grosses compagnies d'électricité. Donc, nous autres, dans notre environnement, ben, pas loin de la 40, il y en a. C'est un Mercier, c'est une compagnie qui vend ce genre de choses-là. Il faut aussi être à l'affût autour, demander dans votre place, là, justement, ceux qui travaillent dans la construction, l'électricité peuvent avoir ce genre de bobines-là. C'est très intéressant tout ce qu'on peut faire, oui, avec ça. Des tables, du jeu, de toutes sortes de choses. Énorme, oui. C'est un bel outil qu'on a utilisé, oui. Un beau matériel. Karine qui nous partage son expérience. Moi, j'ai fait une sieste dehors avec mon groupe de 4 ans, 10 enfants. Donc, les enfants se sont endormis en 10 minutes et ils ont adoré l'expérience. Donc, beaucoup d'organisation, mais tellement agréable. Donc, ce volet-là expérientiel dont tu parlais. Puis on sait que quand on peut faire la sieste aux enfants dehors, leur qualité de sommeil est beaucoup plus grande, hein, à tout point de vue. Donc, il y en a des enfants qui s'endorment plus vite, mais même si l'enfant ne dort pas, il y a quand même un calme qui s'établit à l'intérieur de lui qui a une grande valeur de sommeil. Et il appelle ça du repos conscient. Donc, à quelque part, même pour vous, quand vous êtes avec eux, vous êtes dans un calme avec eux, dans une sieste à l'extérieur, même pour vous, c'est extrêmement bénéfique. Vous êtes dans votre repos conscient, vous autres aussi. Mm-hmm. Sylvie, je me permets de partager une question que j'ai reçue plus tôt. Donc, tu parlais évidemment du programme de formation en préscolaire, des compétences qui sont ciblées dans ce programme-là. Est-ce que tu as des outils d'observation à proposer aux enseignants qui souhaitent donc observer les apprentissages qui sont faits? Des outils de formation dans notre formation? Par exemple, comme que ce serait une grille de compétences ou prendre l'habitude de noter, par exemple, une planification d'activité, puis y revenir pour valider qu'on a bel et bien couvert certaines compétences clés.
Oui. Bien, Josée, tantôt, qui est une des bonnes, là, dès le début qu'elle a commencé cette approche-là, elle prenait tellement de photos, de vidéos, et c'est ce qui lui permet, qui lui permettait de revoir les apprentissages des enfants. Juste avec ça, hein, Josée, veux-tu en parler? Alors, c'est sûr que quand tu as une bonne connaissance au départ, il faut que tu aies une très bonne connaissance du programme, hein, des compétences. Et quand tu es sur le terrain puis tu as une bonne connaissance des compétences, c'est sûr que tu peux mieux les observer ou prendre justement des photos. Effectivement, mais tu sais, c'est ça, nous autres, on avait toujours notre appareil. Là, j'avais mon téléphone toujours avec moi sur le terrain. Puis, je prenais beaucoup de photos, de vidéos que je partageais sur la page Facebook, justement, avec les parents. Et quand venait le temps d'évaluer mes élèves, bien, je retournais voir ces photos-là, ces vidéos-là pour évaluer la motricité. J'avais des questionnements, des fois, je me posais des questions. Alors, ça me permettait justement de revenir et de voir vraiment les enfants en action. Ça me permettait de mieux cibler les apprentissages qui sont acquis pour eux. Et vraiment, là, pour ce qui est de l'évaluation, quand je venais le temps de communiquer avec le parent, c'est facile aussi pour le parent parce qu'il le voyait, leur enfant en action. C'était facile de revenir aussi sur l'activité qui avait été faite durant la journée. Donc, c'est un bel outil de communication aussi avec le parent pour intervenir et pas seulement aussi pour observer puis évaluer. Effectivement. Et Caroline, qui est d'ailleurs d'accord, elle dit, moi, personnellement, je filme ou je prends des photos, donc ça lui permet de revenir, effectivement. Karine, qui nous disait tantôt, j'ai fait une activité chocolat chaud sous les sapins. J'ai demandé aux parents d'apporter une tasse à café. Donc, ça peut être très simple comme ça, hein, mais tellement agréable pour tout le monde, pour l'ensemble du groupe et les enseignants également. Donc, on est curieux là, de lire ce que vous avez préparé sur ce dessin-là. Quelles sont vos intentions donc d'activité? On est vraiment intéressé à ce que vous nous le partagiez. Sinon, ben, il nous reste quelques minutes. Hein, on va conclure là, dans les prochaines minutes. Justement, pour lancer la discussion sur quand envisagez-vous de peut-être tenter votre prochaine expérience d'enseignement extérieur? Mais tiens, pourquoi pas un petit sondage qu'on se lance à l'instant. Mallory, je te regarde et Sylvie, là, vous me confirmez qu'on le voit bien à l'écran. Donc, oui. Un petit sondage à choix multiples là, de façon très simple. Est-ce que vous avez le goût de vous lancer la semaine prochaine, dans un mois, au courant de l'automne, ou si vous envisagez plutôt de tenter l'expérience à une prochaine saison, à l'hiver, par exemple, ou si vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt, ce qui serait tout à fait correct aussi. Donc, je vous laisse le temps de répondre de façon tout à fait anonyme, je le répète, et vous pouvez donc cocher plusieurs réponses, je pense. Donc, on a plein de beaux commentaires, notamment dirigés vers toi, Sylvie. Donc, les gens te trouvent toujours aussi inspirante. Donc, j'en profite pour te remercier chaleureusement de toute cette belle inspiration, de ton dévouement. Merci également à Josée de nous avoir partagé son expérience. Et merci surtout à vous tous. Donc, je me fais un sondage, puis je me permets de vous partager les résultats là, par rapport à votre niveau d'appréciation. Plusieurs ont apprécié et plusieurs souhaitent donc se lancer d'ici une semaine, ce qui est, hein, on a donné le goût à plusieurs enseignants, enseignantes de tenter l'expérience. Donc, je termine en lisant là, donc, ce que les gens nous partagent. Karine qui nous dit, bon, cette année, j'ai fait choisir chaque enfant. Pour chaque enfant, j'ai fait choisir un arbre. Donc, elle a pris une photo, elle a inscrit le nom de l'enfant. On peut voir l'arbre grandir au cours des saisons. C'est vraiment inspirant. Maude qui nous dit, pour tous ceux qui voudraient avoir de l'aide pour des activités extérieures, il y a les associations forestières régionales qui font des activités gratuites aux profs, très intéressant aussi. Donc, merci pour vos bons commentaires. Donc, j'arrête ceci. Puis, la diapositive de la fin, je vous laisse aller donc à votre soirée. Donc, je vous invite à demeurer à l'affût donc des prochaines activités à 100 degrés. On vient de voir un atelier vraiment conçu pour le milieu préscolaire, mais il y en aura d'autres pour le niveau primaire, le niveau secondaire. Et il y aura même un atelier conçu là, pour les directions d'école. Donc, je vous invite à rester à l'affût en vous abonnant à l'infolette. C'est vraiment la meilleure façon de ne rien manquer
des ateliers, des webinaires, des conférences à venir. Donc, encore une fois, je vous dis un grand merci. Sylvie Gervais, merci. Merci à vous autres. Merci à vous tous d'avoir vécu ça avec nous. Bonne soirée. Merci de vous occuper autant des petits, là. Bravo. Voilà. À bientôt. Merci.